Monsieur Ménez, en 90 et en 97, vous avez écrit 2 livres consacrés à une algue tueuse. Alors, au-delà de ce titre un peu roman policier, en quoi cette littérature était prémonitoire à ce moment-là? Qu'en est-il aujourd'hui? Et en quoi, finalement, les algues sont-elles importantes, d'une manière générale? Ça fait une grande question. Hein. Oui. Alors, je reviens un peu à mon exposé que j'ai fait précédemment. La cible vie marine, les atteintes à la cible vie marine, il y en a essentiellement 4. La destruction de l'habitat, la surpêche, les importations d'espèces, c'est répondre à la question, et le changement climatique. C'est les 4 principales atteintes à la vie marine. La question que vous posez concerne donc les introductions d'espèces. C'était donc en 84 que une algue qui poussait dans les aquariums de Monaco était déversée accidentellement et elle a commencé à pousser, mais de pousser de façon exponentielle et rien ne laissait présager qu'elle allait s'arrêter de pousser. À tel point qu'elle a vite rejoint l'Italie, la Croatie, même la Tunisie, l'Espagne, c'est allé jusqu'à Toulon pratiquement. De l'autre côté, toute la Ligurie est envahie, tellement envahie que les pêcheurs ne pouvaient plus pêcher. Il y a une commission nationale Colerpa Taxifolia qui s'est créée, qui a été tenue par M. Le Drian, qui a été ministre. Ségolène Royal est venu plonger, Bayrou est venu, enfin bref, tout le monde est venu voir le phénomène. Les pêcheurs ne pouvaient plus pêcher. L'algue ne se mangeait pas, elle était un peu toxique pour ces poissons, et ça ne s'arrêtait pas de pousser. On ne pouvait rien y faire. Et on pensait que ça allait s'étendre sans arrêt, parce qu'elle poussait sans arrêt à une vitesse considérable, et elle se faisait bouturer par les ancres des bateaux et les filets de pêcheurs. Mais depuis 2002 environ, ça s'est arrêté, brusquement, de pousser. Personne ne sait pourquoi. On n'a plus fait d'études là-dessus, puisque le phénomène allait se réduire, c'était plus la peine de l'étudier. Donc il n'y a que 3 hypothèses. Une dégénérescence génétique, parce qu'il s'agissait d'un seul clone, qui se boutirait à l'infini, et peut-être une dégénérescence génétique de l'espèce ou des bactéries qui vivent à l'intérieur de l'espèce. C'est un genre de tuyau, le Colerpa, il n'y a pas de cellules. La deuxième théorie, c'est peut-être dû à des radiations cosmiques qui agissent sur la chlorophylle de certains végétaux. Un indice, c'est que dans les années 1926, la rade de Villefranche était colonisée par une autre Colerpa prolifera. Il y en a eu partout. Les chercheurs de la station zoologique de Villefranche ont mentionné cela, c'était absolument ahurissant. Même chose en 1956. Et quand il y a eu la Colerpa taxifolia qui s'est développée, la Colerpa prolifera aussi. Donc là où il y avait quelques individus, ça a explosé en même temps. Et après, les deux se sont réduites en même temps. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il en a par-ci, par-là. Partout où elle s'était développée, il en reste un petit peu. Parfois, c'est tout juste visible. Et si ce phénomène de radiation est la bonne hypothèse, ça risque de repartir de plus belle, mais pendant 10-15 ans, et ça s'arrête après. Voilà pour l'algue. Mais ce que je voulais dire également, c'est que les atteintes à la biodiversité marine, donc il y en a 4 principales. Je ne sais pas, j'avais fait un petit peu PowerPoint, mais c'est pas grave. Là, je vais essayer de le mettre. On peut peut-être le mettre, oui. Moi, je dis les choses comme je le pense, et peut-être que je suis un peu trop pessimiste ou trop directif, mais une des principales, c'est les constructions gagnées sur la mer. Ça, c'est en Méditerranée. 1000 ouvrages gagnés sur la mer sur les côtes françaises de la Méditerranée. Et ce qui est important de savoir, c'est que la biodiversité devant nos côtes est très riche uniquement entre 0 et 20 mètres. Là où la lumière pénètre bien, où les herbiers sont denses, et on trouve toutes les algues. Au-delà, on trouve de moins en moins d'espèces d'algues, pas assez de lumière, c'est très simple à comprendre, et donc moins d'invertébrés, moins de poissons, tout est diminué. Donc si on détruit cet espace, c'est à jamais. C'est à jamais. Il n'y a pas de résilience possible. La vie devant existe toujours, à droite, à gauche aussi, mais on a détruit un pourcentage important. À Nice, avec l'aéroport de Nice qu'on a vu tout à l'heure, c'est près de 30% de ce qui est entre 0 et 10 mètres qui ont été anéantis. La promenade des Anglais, avant, elle allait jusqu'à la petite église de Sainte-Hélène. Depuis, tout est gagné sur la mer. Tout est gagné sur la mer. À Cannes, la Croisette est gagnée sur la mer, et tous les ports de plaisance ont été gagnés sur la mer. À Monaco,
90% des petits fonds ont été gagnés sur la mer et on continue. 6 hectares viennent d'être gagnés sur la mer. 90% de la biodiversité marine des petits fonds a été détruite à jamais. Mais à jamais. Ensuite, il y a la surpêche. Monsieur Denis Allemand l'a bien expliqué. C'est encore pire que ce qu'il a dit. Quand on pêche les gros poissons, bien entendu, il y aura moins d'eux qui viendront repeupler les parages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons changent de sexe. Par exemple, les dorades, les loups qu'on aime bien manger, les mulets, les poissons blancs, sont mâles quand ils sont petits et deviennent femelles à partir d'1 kilo à peu près. Oui, alors je peux peut-être zapper pour aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin. Encore. Voilà, un peu avant. Bon, je reprendrai le PowerPoint, mais d'abord j'explique ce que c'est les poissons. Donc les petits sont mâles. Et à un moment donné, les sexes s'inversent. Le même poisson devient femelle. Alors bien entendu, plus on pêche de gros, moins il y aura de femelles. Donc c'est pas uniquement la taille des poissons que l'on atteint, c'est également le sexe ratio. Et donc c'est ça qui est dramatique. Mais alors, autre chose à savoir, quand on pêche trop de poissons, ces poissons qui mangeaient des algues, qui mangeaient des crustacés, qui mangeaient d'autres espèces, et ça fait un déséquilibre total dans l'écosystème, mais vraiment total. Et on s'en aperçoit uniquement de ce phénomène dans les réserves bien surveillées. À Scandola, par exemple, à Porquerolles, où la surveillance est importante, où toute forme de pêche est interdite, surtout à Scandola, la vie est revenue en 5 à 10 ans. La vie est revenue avec une densité de poissons, un équilibre entre toutes les espèces qui revient. Donc, la surpêche, il y a une résilience possible. Si on arrête de pêcher dans certaines zones, tout peut revenir comme avant, mais vraiment comme avant. Moi, j'en suis le témoin. Pour les espèces introduites, on ne peut rien faire, malheureusement. Pour le changement climatique, 3 effets. L'oxygène, bien entendu, et l'augmentation du pH, la diminution du pH, le niveau des mers, mais les espèces seront peu impactées par l'augmentation au niveau des mers, et le réchauffement des eaux. Pour le réchauffement des eaux, il faut savoir quelque chose. On dit que la mer, la température de la mer s'élève. C'est la couche de superficie, surface. Mais il y a un autre facteur fondamental qui affecte la vie marine quand l'eau s'échauffe l'été, c'est l'hydrodynamisme. Si on a un été où il fait très chaud, où il n'y a pas de vent, pas de tempête, c'est dramatique. Parce que la couche de surface va devenir de plus en plus chaude, avec une barre qui s'appelle la thermocline qui sépare les eaux froides qui sont en dessous, 13 degrés, et c'est là où il y a les plus gros dégâts, les gorgones qui meurent, les organismes qui meurent. Par contre, lorsqu'il y a des tempêtes, l'année passée par exemple, il y a eu une grosse tempête en Méditerranée, à Marseille c'était 15 degrés, en plein été. Là, les eaux du fond se mélangent avec l'eau de surface et les espèces sont mieux protégées. Avec le réchauffement climatique, les cyclones vont augmenter, les tempêtes vont augmenter, et donc ça va brasser toute la mer, mais bien entendu, la température globale de la mer va augmenter, ce qui va la faire dilater, et ce qui va augmenter les niveaux des eaux. Voilà, ça c'est pour les espèces, pour les, comment ça s'appelle, les atteintes aux espèces marines. Maintenant, comment les protéger? Alors là, peut-être qu'on va montrer un peu plus loin. Donc l'aspect offensif, arrêter les pollutions. Maintenant, on continue l'aspect défensif, c'est la protection des espèces ou la protection des espaces. Donc là, on va défendre. La protection des espèces, il y a des conventions internationales. On va continuer. Des conventions internationales. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont des listes d'espèces protégées. Ça, c'est pour la Méditerranée. Donc Barcelone, Berne, Bonn, Washington et l'UICN qui est une ONG. Ça fait environ 150 espèces. Mais tenez-vous bien, tous les pays ont signé ces conventions, mais elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées parce qu'en France, une espèce est protégée si une loi spécifique de protection des espèces cite l'espèce. Donc, peut-être sur les 150 qui sont dans ces listes, on n'en a que 30 qui sont réellement protégés en France. Mais 30, c'est les plus banals. Hein. C'est tous les cétacés, les tortues, et des espèces extrêmement connues. Ça ne va pas plus loin. Voilà. Le problème est là, c'est que ce n'est pas appliqué du tout. On continue.
Donc il y a des protections nationales, il y a des listes d'espèces. Ensuite, il y a des moratoires, comme par exemple pour le thon, ça a très très bien marché, on l'a exposé tout à l'heure. Les quotas de pêche aussi, mais c'est trop théorique tout ça. Maintenant, la protection des espaces, c'est le plus important. Quand on protège un espace, on arrive à protéger la vie et les équilibres reviennent. Ça, c'est vraiment très important. On a répertorié à l'université toutes les réserves marines des côtes françaises de la Méditerranée, cartographiées, mesuré la surface, etc. On continue. Et là, on s'aperçoit la chose suivante, qu'il y a une pléthore de réserves qui ne servent à rien. 55 avec le titre d'aire marine protégée, AMP. Là-dedans, il y a 2 parcs nationaux qui sont très bien, Porquerolles, 4 réserves naturelles, Scandola, Bouches de Bonifacio, également île du Cap Corse et Cervical. 2 parcs marins régionaux qui servent à rien, le golfe du Gion et le Cap Corse. 5 arrêtés de biotopes, c'est des machins tout petits, comme le delta du Var. Et 42 sites naturels de 1000 en mer, qui ne servent à pas grand-chose. On va voir pourquoi. Continue. Il y a également 23 réserves de pêche qui ne sont pas considérées par l'État comme étant des AMP, qui sont beaucoup plus efficaces que les AMP. Pourquoi? Parce qu'au ministère qui gère l'environnement, il y a la pêche et l'environnement. Ça, c'est la pêche, on n'en tient pas compte. Et pourtant, c'est plus efficace. Les concessions, les cantonnements, il y en a 5 ou 6 dans les Alpes-Maritimes, notamment en Antibes. Hein, et ça marche très bien en principe. Alors ensuite, il y a le sanctuaire international Pélagos. Il ne sert à rien. Je vous explique pourquoi. Moi, je dis ce que je pense. Hein. Ouais. Les cétacés, c'est fait pour les cétacés. Pélagos, ça ne protège que les cétacés. Parce qu'ils mangent, mais que les cétacés. Les cétacés sont protégés dans tous les pays de la Méditerranée par des lois extrêmement sévères. Donc, comment protéger mieux que toutes les lois nationales de la Méditerranée dans un petit endroit donné? Donc Pélagos, ça sert simplement à mieux les observer, à peut-être mieux les étudier, etc. Mais ça ne les protège pas mieux qu'ailleurs. Ensuite, il y a même des zones en mer du conservatoire du littoral. Ils sont considérés comme des AMP. Mais c'est bidon, parce que la colonne d'eau n'est pas protégée. Donc tout ce qui est dans la colonne d'eau n'est pas protégé. Ça protège les canards ou les goélands, c'est tout. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce système est trop complexe. Et c'est pas tout. Alors là, vous allez être stupéfait. Les zones Natura 2000, je dis qu'il y en a 43. Donc on voit des panneaux en Camargue, c'est la zone Natura 2000, en mer. Elles recouvrent parfois d'autres structures mieux protégées. Par exemple, à Porquerolles, il y a 2 zones Natura 2000 dans l'aire du parc national de Porquerolles. À quoi elles servent? Mais strictement à rien. On les supprime, ça ne changera rien du tout. Et chaque site Natura 2000, il y a 90 administrateurs, des réunions, des gens qui s'en occupent sans arrêt. La plupart, 50% des zones Natura 2000 sont recouvertes par quelque chose de mieux géré, avec du personnel. Et c'est comme ça. Donc on fait du chiffre, on fait vraiment du chiffre. La seule façon de faire, c'est des réserves où toute forme de pêche est interdite. Et il y en a très peu. Alors j'ai mis charte graphique indépendante pour rigoler. À Porquerolles, les zones interdites de toute forme de pêche sont en rouge sur les cartes. 50 km à l'ouest, parc national des Calanques, là c'est en bleu foncé. Les zones interdites sont en bleu foncé. Mais c'est n'importe quoi. Chaque petite chef de réserve fait sa carte avec sa charte graphique qui lui permet de montrer qu'il est chez lui. Voilà, donc c'est un système qui est vraiment peu efficace. 0,66% des eaux territoriales françaises sont bien protégées. Alors on a dit, d'ici 4 ans, Macron l'a dit, ça se dit partout, il faudra qu'on obtienne 5% des zones françaises protégées. Vous savez ce qu'ils vont faire? Je le sais déjà. Ils vont protéger le grand large, les zones qui sont au-dessus de 500-600 mètres de profondeur, les canyons où on a trouvé 2 gorgones, qui ne risquent absolument rien parce qu'on ne peut pas chaluter. Et ça fera du chiffre. On fera du chiffre. Et on fera des zones Natura 2000 qui sont ni surveillées et on ne voit pas à quoi ça sert dans ces cas-là. Je crois que c'est terminé. Bon, je crois qu'on a entendu le message.